Messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs, chers amis du ferroviaire et tous ceux qui vont le devenir, je l'espère. Rassurez-vous, je ne vais pas être trop long. Je voulais faire cette pré-conclusion pour passer le flambeau officiellement à Marco. Cette passation de suite, elle n'est pas anodine. Elle démontre la modernité de l'AFRA, qui n'est pas encore une vieille dame, mais qui s'adapte à son environnement. La présidence de Trenitalia, c'est à la fois l'alternance et l'ouverture. L'alternance indispensable entre le fret et le voyageur, on essaie de respecter cet équilibre. Et puis l'ouverture, parce que c'est la première fois que la présidence de l'AFRA est assurée par une entreprise autre que les entreprises fondatrices. Et donc le SLO aujourd'hui a le vent en poupe et nous le soutenons. Durant mon mandat de 3 ans, j'ai connu 4 ministres des Transports. On en partait chaque fois que mes collaborateurs m'ont dit « tu devrais être plus sympa avec le ministre », je leur ai dit que je serais encore là quand il serait déjà parti. Pour autant, je salue le travail de Philippe Tabarot, grand connaisseur des transports, tous modes confondus. Je pense que nous serions nombreux ici à apprécier son maintien dans la fonction. Il a notre confiance, il a notre soutien, et surtout en cette période, nous avons besoin de sa pugnacité dans les discussions budgétaires à venir. Alors, démissionnaire, il n'a pu être parmi nous, mais je sais qu'il m'écoute et que son cabinet retransmettra. Je voudrais tout d'abord adresser mes remerciements aux parlementaires présents et plus particulièrement à ceux qui nous soutiennent au quotidien, un quotidien de longue haleine. Merci à Franck Dersin, Jean-François Longeau et Jacques Fernic. Ils sont nos soutiens indéfectibles. Ils ont su établir une ligne transpartisane indispensable aux intérêts du secteur, malgré leurs différences. Et puis je remercie aussi les parlementaires qui représentent aujourd'hui l'Assemblée nationale, Béranger Cernon en particulier, et Mathieu Marquiot. Il est important aussi de me tourner vers nos interlocuteurs institutionnels qui m'ont suivi et soutenu pendant ces 3 ans de mandat. Je pense notamment à Thierry Guimbaud et à l'équipe ferroviaire de la RT sous la houlette de Galen Nguyen. Le régulateur est l'allié de tous. Ses moyens doivent être renforcés. Je le répète à chaque fois, je le martèle, mais j'espère que ce sera le cas. Laurent Cebulski et le PSF, on râle souvent de leurs audits, mais au final, l'ouverture à la concurrence, ce n'est pas le chaos sécuritaire que certains promettaient. Rodolphe Gintz et Florian Torchin à la DGTM, on compte sur eux aussi pour le maintien des subventions au secteur du fret. David Valence au COI, Benoît Queret à l'autorité de la concurrence, Thierry Mallet et Florence Soljo à l'UTPF. Et puis je garde les meilleurs pour la fin, Mathieu Chabanel, Olivier Bancel et toutes les équipes de SNCF Réseau pour leur abnégation. Oui, je sais, je ne suis pas tout le temps quelqu'un de facile. Merci à tous de votre patience. Et particulièrement quand je suis dans la même salle avec Raphaël d'Outre-Bande, c'est parfois compliqué. Enfin, je voudrais saluer le travail de l'équipe de l'AFRA. C'est plus facile d'être président avec eux. Un grand merci Solène, Ludivine et Christian. Ce matin, mes pensées vont vers Jean-Claude Brunier. Sa vision, son charisme, sa persévérance vont nous manquer. Adieu, mon ami. Un coup de chapeau également. Je voudrais faire un petit coup de chapeau à Jean-Pierre Farandou. Vous pourrez témoigner que c'est moi qui l'ai dit. Sur les réseaux sociaux, on défend aussi le bilan de Louis Armand. Là, je sais, j'étais pas né, mais Jean-Pierre Farandou, c'est un peu surprenant dans ce cénacle, mais il a sans doute été le meilleur président de la SNCF depuis pas mal d'années. Son prédécesseur avait fait de la concurrence, tant dans le voyageur que dans le fret, un véritable déni de grossesse. Jean-Pierre Farandou a su faire évoluer cette entreprise, l'adapter, la développer vers son nouvel environnement. Christophe, tu pourras éventuellement transmettre mes salutations à Jean-Pierre. À son successeur, Jean Castex, je voudrais adresser 2 messages. Tout d'abord, concernant l'indépendance du gestionnaire d'infrastructure. Cette indépendance a été durement gagnée par les opérateurs, par la RT. Il faut maintenant qu'elle soit à minima préservée et préférablement améliorée. Avoir été Premier ministre, c'est bien, mais est-ce que cela prépare à une gestion systémique ? La complexité du système ferroviaire ne peut être comparée à la gestion de la ligne 14 du métro parisien, en vase clos et sans contrainte sociale. Il aura une responsabilité vis-à-vis de l'ensemble du secteur. Pas de promesse sociale sans impact. Si le voyageur peut répercuter rapidement toute augmentation de la masse salariale sur les billets, le fret en est très loin. Notre secteur évolue. La France a longtemps regardé avec gourmandise le modèle allemand, et pourtant je suis bien placé pour en parler. Le modèle des entreprises historiques évolue. Qui aurait parié il y a 3 ans que Deutsche Bahn se séparait de son activité de freight forwarding, DB Schenker ? Qui aurait parié il y a 3 ans que Deutsche Bahn se séparait de son activité de transport urbain et conventionné, Arriva ? Qui aurait parié il y a 3 ans que Deutsche Bahn se séparait de son gestionnaire d'infrastructure, DB Netz, pour aller vers plus d'autonomie et sans doute demain d'une séparation d'Infrago ? Qui aurait parié il y a 3 ans du constat de l'Allemagne de la grande faiblesse de l'entretien de son réseau et du limogeage de son patron ?
Et enfin, qui aurait parié que sa division cargo serait l'objet d'une restructuration dure de sa division cargo? Encore une fois, c'est une restructuration extrêmement dure. Ce n'est pas 700 emplois réorientés vers la maison mère, c'est 5000 suppressions de postes, dont 2700 licenciements secs. Le modèle des incumbents, comme disent les anglo-saxons, est en train d'évoluer. L'adaptation est indispensable partout en Europe. DB Cargo en Allemagne, Ineos en Belgique, PKP en Pologne et bien entendu Exafet en France, dont je dois faire le constat que la discontinuité tarde à aboutir. Donc on a encore beaucoup de sujets à venir dans les années qui viennent et je souhaite à Marco, que j'appelle avec moi, un beau mandat et en l'assurant de tout mon soutien. Mesdames, Messieurs les parlementaires, Messieurs les présidents, Mesdames, Messieurs, chers membres de l'AFRA, tout d'abord, permettez-moi de remercier les administrateurs ainsi que tous les membres de l'AFRA pour la confiance qu'ils m'accordent. Je tiens à remercier Alessandro Gallo pour son action remarquable à la présidence de l'AFRA qui, à la suite de Claude Steinmetz, a permis de franchir une étape décisive avec la concrétisation de l'ouverture du marché sur tous les segments. Sa détermination pour renforcer les gestionnaires d'infrastructures et pour soutenir avec rigueur la transformation de SNCF Réseau mérite aussi d'être soulignée. Les avancées sont réelles, une dynamique s'est installée. Merci, cher Alexandre. L'AFRA maintient son engagement fort pour permettre à ses membres de collaborer avec un gestionnaire d'infrastructures fort, performant et indépendant. La conclusion du contrat de performance ambitieux doit aussi être une priorité pour l'État et SNCF Réseau, et nous attendons ces contrats. La concurrence est une chance et représente une véritable opportunité pour le secteur ferroviaire français, qu'il s'agisse du fret ou du voyageur. Nous avons désormais dépassé une étape majeure. La concurrence est une réalité. Les premiers trains de voyageurs SLO et régionaux d'opérateurs alternatifs circulent avec succès. D'autres suivront bientôt. Ces premières expériences montrent que la concurrence produit les effets attendus. Elle tient ses promesses. C'est une réussite. Cela dit, ces premiers trains, qui apportent déjà des services supplémentaires aux voyageurs, restent encore marginaux et sont par ailleurs le fruit des travaux considérables. Pour que cette opportunité d'ouverture produise pleinement ses effets, il est nécessaire d'élever les freins persistants à l'entrée sur le marché. Les processus d'homologation du matériel roulant longs et complexes, les manques du matériel roulant associés au retard de production, les financements d'investissements colossaux pour de nouveaux entrants, les difficultés des opérateurs de fret à obtenir les sillons de qualité, ainsi que les enjeux autour de l'attractivité et l'organisation de l'appel d'offres, les calendriers, les tels de lot, les chances réelles de succès. Il est aussi essentiel de respecter les cycles de développement des opérateurs, qui est nécessairement progressif. De la même manière, l'opérateur historique, qui a évolué un monopole depuis les années 30, a suivi une trajectoire progressive. La concurrence ne peut attendre qu'étape par étape. Sans toutefois demander des décennies, nous aspirons à agir rapidement, mais nécessairement progressivement. Le caractère progressif d'une telle transformation a le mérite de ne pas déséquilibrer le système. Elle profite à tous et laisse chacun s'y adapter. Nous sommes aujourd'hui entrés dans une nouvelle phase. La concurrence est présente. Il ne s'agit plus simplement d'ouvrir le marché à la concurrence, cette étape est réalisée, mais bien d'accompagner le développement durable des nouveaux acteurs. Il faut soutenir et encourager l'ouverture des marchés dans des conditions transparentes, justes, équitables et non discriminatoires, tenant compte des situations propres à chacun. L'équilibre économique du ferroviaire et l'enjeu des coûts sont pleinement reconnus.
Ainsi, par exemple, la compétitivité du secteur fret reste entravée par un réseau dégradé. Les hauts niveaux des péages voyageurs, parmi les plus élevés d'Europe pour les SLEO, sont des freins majeurs au développement des modes de transport, pourtant vertueux. Nous comprenons les contraintes liées au contexte économique actuel, marqué par des finances publiques tendues, mais il n'est pas possible de nous contenter de ces constats et de rester enfermés dans un cercle vicieux. Des solutions existent. La conclusion de la conférence Ambition France Transport identifie la voie pour équilibrer les modèles de financement du transport et en cohérence avec les objectifs fixés. Nous attendons les ministres des Transports, qui qu'ils soient, qu'ils donnent des perspectives claires à tous les acteurs prêts à investir, en programmant suffisamment en amont et en concertation avec eux. C'est ainsi que nous y parviendrons collectivement, afin d'attirer ou permettre le développement serein de nouveaux acteurs, pour planifier et organiser les investissements, notamment ceux issus des fonds privés, pour lancer à temps les commandes de matériel roulant et résoudre la pénurie. Surtout les clients. Les clients sont au cœur des préoccupations des membres de l'AFRA. Nous partageons toute la volonté de leur offrir des services adaptés, des solutions qui répondent pleinement à leurs attentes et leurs besoins, afin de l'inciter à choisir les trains. C'est quoi nous sommes mobilisés pour le fret. Il reste des défis à relever pour les voyageurs. Les membres de l'AFRA travaillent à construire le système de demande en se mettant à la place des voyageurs. Concrètement, il s'agit de permettre la comparaison des offres, l'achat des billets SLEO intégrant un service de ligne régionale dans un billet intégré, garantir que les droits des voyageurs s'appliquent de la même façon, quels que soient les opérateurs choisis. En conclusion, l'AFRA est et sera une association ouverte au débat et proactive pour bâtir un avenir commun et contribuer au développement des services ferroviaires en France. La concurrence est une chance pour la France, le rail est une chance pour la France, le ferroviaire est une chance pour l'Europe. Merci à toutes et tous.